Voilà, eh bien, bienvenue à tous pour cette table ronde sociopoétique de la ville dans les Amériques au XXIe siècle. En fait, un colloque a eu lieu en 2022 à l'Université de Lille sur ce sujet, mais limité à l'Espagne. Est-ce que vous m'entendez? Non? Là, oui? Ouais, un peu plus près, je pense. Alors, on va parler très près, en effet. Voilà, donc je répète, un colloque a eu lieu sur la sociopoétique de la ville en Espagne et en Amérique latine. C'était à Lille en 2022. Et nous avons essayé de voir comment la littérature actuelle réagissait, répondait aux métamorphoses urbanistiques, sociales, politiques, économiques, historiques de la ville. Et c'était tellement fécond qu'on s'est dit que ça valait la peine d'étendre cette problématique à l'ensemble du continent. Donc je remercie vivement François Hugonnier, ici présent, d'avoir accepté ce compagnonnage comparatif et d'avoir imaginé avec moi une table pour ce congrès. Dans un premier temps, nos 6 communicants, que nous vous présenterons l'un après l'autre au moment où ils parleront, vont nous apporter des points de vue particuliers sur des espaces urbains bien déterminés à partir de la littérature de notre temps, principalement narrative, mais avec malgré tout à la fin une touche de poésie. Chacun a bien voulu limiter son intervention à 10-12 minutes. Nous les en remercions vivement. Cela nous permettra dans un second temps de les faire dialoguer entre eux, mais aussi avec vous. Et pourront alors surgir peut-être d'autres espaces urbains, parce qu'on n'a pas pu tout évoquer, évidemment, dans ces 6 communications, ou avec d'autres genres littéraires, éventuellement, ou variations de genre. Et sans plus tarder, je voudrais donc présenter Salomé Dahan, qui est à ma droite. Elle est actuellement doctorante contractuelle, elle sera bientôt à terre, si j'ai bien compris, à l'université Paris-Est-Créteil. Sa thèse porte sur la ville de Buenos Aires dans les œuvres des écrivains César Aira, Marcelo Cohen et Sergio Tcherfek, mais je ne suis pas sûr d'avoir la prononciation. Oui, c'est bon. Très bien. De manière plus générale, elle explore les rapports entre espace urbain et poétique dans la littérature, mais aussi le cinéma argentin contemporain. Et elle va nous parler aujourd'hui de la ville comme idéologème, elle nous dira ce que c'est, géographie imaginaire de Buenos Aires dans la littérature de l'écrivain argentin Marcelo Cohen. Alors, donc moi je vais vous parler de Marcelo Cohen, qui est né à Buenos Aires en 1951 et qui vient de mourir en décembre 2022. Alors, son œuvre soumet le lecteur à une expérience esthétique étrange, puisqu'elle est déterritorialisée de son quotidien par un univers futuriste et une toponymie déroutante. Cependant, les conflits d'ordre psychologique, économique et culturel qui animent les personnages au sein des espaces urbains représentés confèrent au récit une épaisseur réelle. Les paysages dystopiques, en proie à la ruine et à la violence, construisent un ensemble de représentations littéraires de l'inflation économique et de la marginalisation croissante de l'Argentine sous la présidence de Carlos Menem entre 1989 et 1999. Au tournant du XXIe siècle, Marcelo Cohen se dirige progressivement d'un réalisme teinté d'étrangeté, incertain, d'une fiction prodigieuse, vers un univers réellement fantastique, pour reprendre le terme de l'un de ses essais, au sein duquel la réalité sociale fonctionne comme une clé de lecture du réel. La représentation de Buenos Aires y occupe une place centrale. Pour le démontrer, j'ai choisi de me pencher sur El fin de lo mismo, un conte publié en 1992 dans un recueil éponyme. Il s'agit d'une histoire d'amour entre un personnage nommé Gumpes et une femme à 3 bras, Olga, à travers laquelle Cohen installe l'univers inflationnaire dystopique qui sert de toile de fond au reste de ses œuvres. Pour l'illustrer, j'aborderai dans un second temps le roman Impureza de 2007, dans lequel Cohen investit une représentation de la ville en plusieurs dimensions, à travers la mobilisation des motifs musicaux, du tango et de la cumbia villera qui construisent des territoires sonores. La mise en regard de ces récits doit nous permettre d'ébaucher une sociopoétique de la ville dans l'Argentine du XXIe siècle, à travers l'œuvre de l'auteur. La ville y fait en quelque sorte office d'idéologème, au sens où il est défini par Julia Kristeva comme un prisme à travers lequel le texte littéraire se réfère au texte de la société. Michel Butor aborde en effet les espaces urbains comme des constructions discursives, édifiées à partir d'une accumulation de textes à la fois dans la ville et sur la ville. Il en résulte que l'écriture de Marcelo Cohen explore la manière dont s'imbriquent la poétique de l'espace et la poétique du récit pour témoigner de la réalité sociale.
El fin de lo mismo, 1992. L'univers narratif du conte El fin de lo mismo part du postulat initial que la nature dote les êtres humains de 2 bras. Lorsque l'histoire révèle que le personnage d'Olga a un 3e bras, elle contredit les règles de la perspective. Le narrateur décrit le corps de la jeune femme comme una especie de asimetría que la adaptaba a las convulsiones del mundo inflacionario. Dès le début du roman, la ville est décrite comme un espace en crise. Las hojas caían pesadas como murciélagos muertos. En los remansos del río, el agua se estancó un poco más. Selon Myriam Cani, la malformation d'Olga est l'incarnation des paysages disloqués du recueil. L'expression caractérise la construction de systèmes chaotiques, éloignés de l'équilibre, en proie à des phénomènes d'entropie et de désintégration. Elsa Druckaroff écrit « Los personajes son encarnaciones sociales antes que individuos. » Le corps d'Olga fonctionne comme un étalon de la perspective dans la représentation du réel. El fin de lo mismo apparaît initialement au lecteur comme une histoire fantastique avant d'évoluer vers ce réalisme incertain que nous avons évoqué en introduction. Miguel Dalmaroni, un autre critique, commente « Así la ficción de Cohen se construye como mutación genérica o como pasaje entre fantástico e hipótesis de anticipación sociológica. » La transition entre ces 2 régimes de sens dans le récit est retranscrite dans le glissement qui s'opère au sein de la manière dont Gumpes explique le monde qui l'entoure. Dans l'incipit du conte, le narrateur a recours à des livres de mythologie. Después de cenar, sin colonia y con camisa limpia, a eso de las 10, se sentaba en la terraza de las Dalias a leer libros de mitología. De vez en cuando alzaba los ojos como quien columbra que un espigón va a romperse y en el yeso agrietado del cielo no encontraba explicaciones del mundo, sino, al parecer, anuncios entusiasmantes. À la fin, le personnage se défait des mythes au profit de la lecture de revues de géographie, un savoir moins éloigné du registre du réel. Todas las noches, a las 10, Arturo Gumpes llegaba con una revista de geografía y se sentaba a beber una sola cerveza. Pero en las noches de armonía falsa, yo creí seguir viéndolo durante mucho tiempo. Un disconforme élégante con la mirada en el cielo, despoblado de mitos. Le savoir de Gumpes, qui s'appuie initialement sur un territoire imaginaire, des croyances et des mots, se déplace vers l'expérience sensorielle et corporelle de l'espace. Sylvia Jurowiecki postule que la géographie de Buenos Aires fonctionne comme un idéologème. Ce néologisme, formulé par Julia Kristeva, que nous avons défini en introduction, s'inspire en réalité des écrits de Bakhtin et il désigne donc ce phénomène d'intertextualité à travers lequel le texte littéraire se réfère au texte de la société de manière à condenser la pensée dominante d'une époque. Ces analyses sont reprises en Argentine par Carlos Altamirano et Beatriz Sarlo dans un ouvrage de 1993, Literatura y Sociedad. Et ce concept nous permet d'établir que la ville est le prisme à travers lequel la réalité sociale apparaît dans l'œuvre de Marcelo Cohen, et en quelque sorte que la ville structure la représentation de la société dans le texte. Je vais passer à Impureza de 2007. Le roman se déroule à la croisée des quartiers pauvres de la banlieue de La Marta et du bidonville La Fiera et des quartiers riches qui s'appellent Ronstadt et Leno. Et ces 2 types d'espaces sont séparés par une autoroute qui pourrait évoquer celle de l'avenue General Paz qui délimite la ville de la province de Buenos Aires. Comme le suggèrent Marie-Noëlle Carré et Annelise Oyen, qui sont des critiques, la fragmentation urbaine se reflète dans les toponymes. Les espaces précaires sont désignés par des substantifs composés d'un déterminant féminin et d'un terme espagnol, par agglutination, tandis que les quartiers aisés portent des noms étrangers, à consonance allemande pour le premier, français pour le deuxième. Par ailleurs, l'antéposition du déterminant défini devant un prénom en espagnol, la Marta, fait partie d'une syntaxe caractéristique d'un registre populaire qui permet de situer socialement le quartier. Il faut souligner que les différents genres musicaux qui circulent dans les espaces urbains possèdent chacun leur propre code d'assimilation verbo et sémantique du réel, et qu'ils renvoient à des classes sociales et à des époques différentes de la culture urbaine à Buenos Aires. Les paroles de chansons sont un moteur du développement discursif et l'intrigue regorge de figures de chanteurs, de danseurs et d'espaces dédiés à la musique. Au début du roman, le tango est assimilé à un certain éclairage du réel. Una luz de amanecer lluvioso en la vereda de un café. Le personnage du vieil homme, Neuco, observe « El tango era de lo más realista ». Le roman questionne en permanence l'adéquation entre les paroles de chansons et la réalité urbaine dans laquelle elles s'inscrivent. Un jour où ils écoutent un tango avec sa compagne, Neuco s'interroge sur le sens du mot « cabaret ». La escena de ese tango sucedía en un cabaret. ¿Vos qué crees que es un cabaret? Como un bailable, pero para ricos. Puterío ya había, ¿viste?
Les mots figés dans les paroles de tango renvoient à une Buenos Aires du passé. Au contraire, le merigual et le melonche, qui sont des musiques inventées par Cohen dans le roman, semblent être des langages plus à même de décrire la réalité sociale actuelle des personnages. Elles évoquent l'avènement de la cumbia villera dans l'Argentine des années 90 en tant que forme d'expression culturelle et identitaire de las villas miserias. Le personnage d'Abraham Ballenas s'extrait progressivement de la précarité dans laquelle il a grandi à la Fiera en devenant un chanteur populaire. Son discours est axé sur la sexualité, la violence, la misère et les affrontements sociaux qui caractérisent les marges urbaines représentées dans le roman. Ustedes nos vienen cogiendo, donc ça c'est un exemple de parole, hein. Ustedes nos vienen cogiendo de hace rato, y yo que estoy en una niebla de cerveza, si no me das la guita te parto la cabeza. Pero también puedes venirte vos a mi mundo, a ver si nos entretenemos los dos juntos. Preocuparse por la guita te digo que es al cubete, mejor un dedo de tu mami en el ojete, o al revés, si mami, al revés. Les paroles reproduisent l'argot des quartiers pauvres. Le chanteur a rencontré un franc succès à travers les différentes classes sociales. Cohen écrit. Donc là, il commente la circulation des paroles dans les différents quartiers. El ritmo de ese tema y su letra desdeñosa agitan tanto las cortinas de tergal de una casucha de la fiera, detrás de las cuales alguien vende lo que robó la noche anterior en una farmacia, como la camisa de lino que espera sobre una cama del quartier Leno, donde un asesor de mercado pedalea en una bicicleta fija antes de desayunar. Dans la continuité des travaux de Julia Kristeva, Myriam Chiani postule que les espaces urbains du roman fonctionnent comme des musigrammes, musigramas. Le concept sert à décrire les différents modes d'inscription et de transcription de la musique en tant que logique narrative et patrimoine culturel au sein de la littérature. À travers la musique, les quartiers représentés acquièrent une épaisseur et se présentent au lecteur comme un ensemble de données à la fois visuelles, sonores et olfactives, puisque le quartier pauvre de la Marta est surnommé la Posilga. Selon Marcelo Cohen, l'écriture consiste à déployer sur les lignes de la page l'univers à plusieurs dimensions du récit. Dans ses entrevues, l'auteur utilise souvent la métaphore du récit comme d'une pelote de laine. Las ideas, los argumentos son ovillos que traen paisajes y personajes incluidos y lo que uno hace, yo al menos, es devanarlos. Ces réflexions illustrent la volonté de représenter sur l'espace de la page la simultanéité des événements qui constituent le réel. Cohen souligne l'apport de la musique à ces représentations, dans la mesure où elle introduit une dimension supplémentaire, la sonorité, dans le texte littéraire. En conclusion, l'écriture de Cohen déploie les relations qui existent entre le rythme des mots, les pensées et les images, à partir desquelles le texte interagit avec l'imaginaire social de la ville. L'auteur y voit une manière d'approcher la réalité d'une société par le langage, en la célébrant. Ces analyses mettent en lumière l'existence de paysages conceptuels dans l'œuvre de Cohen, qui fonctionnent comme des idéologèmes et inscrivent une réflexion sociale dans le texte. Eh bien, merci beaucoup. Ça y est, on est dans la ville, on est à Buenos Aires, dans ces différents quartiers, avec ses musiques et son argot. Et on va rester d'ailleurs à Buenos Aires grâce à la communication de Raúl Kaplan, que je vais d'abord présenter brièvement. Raúl, à ma gauche, est professeur de littérature hispano-américaine à l'Université de Grenoble-Alpes, où il co-dirige le laboratoire plurilangue ILCA 4. Il est membre du comité de rédaction de la revue Caravelle, responsable du secteur Amérique latine au sein du comité de la Société des langues néo-latines. Et après une thèse sur la révolution cubaine dans la littérature hispano-américaine, puis une HDR sur l'œuvre romanesque de l'écrivain uruguayen Leo Maslia, il poursuit son incursion de la littérature à travers, dernièrement, la non-fiction, écriture de non-fiction en Amérique latine, 20e, 21e siècle, un ouvrage collectif qu'il vient de coordonner aux éditions Archives contemporaines. Raúl va nous parler aujourd'hui de la ville comme projection d'expériences sensibles au pluriel dans 3 romans de l'uruguayenne Fernanda Trillas. Et pendant qu'il commence, je vais tout de suite chercher ces images. C'est celui-ci alors plutôt que... Non. Vous m'entendez ici? Ok, très bien. Donc, je peux garder celui-ci. Écoutez, merci beaucoup à François et à Paul-Henri pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici avec vous. J'avais déjà dit à
Paul Henry que ça m'aurait plu de participer à la première activité qu'ils avaient organisée à l'époque à Lille, c'est ça? Mais bon, ça n'a pas pu se faire. Et donc, je fais un petit rattrapage. C'est la période de la deuxième session, c'est bien, pour les étudiants. Et alors, je vais m'excuser parce que je n'étais pas très discipliné. En fait, j'ai tout rédigé en espagnol, mais je vais essayer de passer au français, puisque je sais qu'il y a des collègues qui peut-être ne parlent pas l'espagnol. Donc, voilà, si je trébuche un petit peu, voilà, ça, c'est mon premier problème. Le deuxième, c'est que je suis un peu long, mais je vais essayer vraiment d'écourter, de rester dans On peut temps. demander, est-ce que vous préférez que ce soit en espagnol ou en français? C'est pareil. Bon, tu as le choix. Tu peux alterner de l'un à l'autre. Qui ne peut pas suivre en espagnol? Non, vous ne comprenez pas. Non, mais je vais faire en français. Ah oui. ¿Cómo? Español. Bueno, vamos. Muchas gracias, porque voy a ganar algunos segundos mientras me autotraduzco probablemente. Ok. Entonces, la novelística urbana en el Río de la Plata tiene una fuerte tradición. De hecho, se suele decir que se abre en América Latina gracias a la novela El Pozo de Juan Carlos Onetti. Y bueno, por supuesto, podríamos seguir con toda una serie de escritores, Borges, Sábato, Marechal, Cortázar, Cohen y otros. El siglo XXI sigue siendo, como el anterior, el siglo de las ciudades. La población urbana en Uruguay es de... Creo que tenías la primera imagen, que es el libro de... la población urbana en Uruguay es extremadamente alta, ¿no? Estamos en más de 90% de población urbana. Para Uruguay, el país urbano, como lo llamaron los historiadores Jaime Clasco y Juan Rial. Posteriormente, el propio Rial escribió un artículo en el que agregó un adjetivo, Uruguay, la génesis de un país urbano macrocefálico, recordando el célebre ensayo de Ezequiel Martínez Estrada, dedicado a Buenos Aires, en 1940, La cabeza de Goliat, microscopía de Buenos Aires. Cómo se viven, cómo se sienten, se experimentan esas ciudades, es un espacio urbano que tiende a una uniformización, cómo se expresan las identidades, los arraigos, las pertenencias a esos espacios a la vez locales y globales. Es lo que vamos a ver a través del ejemplo de Fernanda Trías, que es un poco especial, es una escritora uruguaya, montevideana, casi inevitablemente, nacida en 1976, es decir, que vivió su primera infancia bajo la dictadura, pero después forma parte de esos escritores un poco nómadas. Ha pasado de Montevideo a Buenos Aires, luego Nueva York, París y actualmente reside en Bogotá. Nomadismo espacial, nomadismo genérico también. Francisca Noguerol, en Utopías intersticiales, la batalla contra el desencanto en la última narrativa latinoamericana, describe a algunos escritores, que me parece que se puede aplicar bastante a Fernanda Trías, como un nuevo tipo de individuo reacio a confinarse en un solo lugar, amante de los paseos por ciudades desconocidas o por diferentes páginas web, ajeno a las certezas y marcado por la multiplicidad de información que recibe a cada instante. Tal vez nos recuerda un poco los rasgos del promeneur, ¿no? Analizado por Alain Montandon en su Sociopoétique de la promenade, en la cual esta actividad es como una experiencia de encuentro de un sujeto social y de un medio. Las ciudades constituyen en la narrativa de Trías una especie de imán, cuya polaridad puede a veces invertirse. La atracción inicial se transforma a veces en rechazo, en negatividad, generando estrategias de refugio o de huida. La ciudad, y en especial las ciudades rioplatenses, Montevideo y Buenos Aires, son espacios contradictorios, brillantes y sombríos, atractivos y sórdidos, fascinantes y repulsivos. En su última novela llega a imaginar la muerte de la ciudad, la posciudad, la ciudad como un espacio de muerte, ciudad cementerio inhabitable y progresivamente deshabitada. Rápidamente, entonces, voy a tomarme 3 minutos para los 3 textos que me propuse presentar y no analizar, que son La azotea, La ciudad invencible y Mugre rosa. La azotea, entonces, primera novela de Fernanda Trías, en la cual vemos la ciudad amenazante. Digo amenazante porque es un verdadero huis clos esta novela, en la cual se trata de la historia de un incesto que da lugar al nacimiento de una niña, además, pero que está contado desde la perspectiva un poco inhabitual, la de la hija que ha tenido relaciones con su padre
y que desea vivir con su padre dentro de un piso cerrado y fuera de toda la... Allí vive el embarazo y luego el nacimiento de su hija y varios años, los primeros años de la hija, mientras que el padre está encerrado en una habitación, una especie de sentimiento de culpabilidad que lo habita después de esta relación sobre la que no tenemos muchos elementos, pero en todo caso el padre enfermo termina falleciendo, la madre ha fallecido años antes. Es decir, se nos presenta una situación incestuosa, pero como si fuera normal, ¿no?, desde la perspectiva de la joven. En esta novela, entonces, todo se desarrolla en un espacio cerrado y hay, sin embargo, entendemos muy bien que se trata de Montevideo por algunos elementos arquetípicos, diría, con la Rambla, el Río de la Plata, los vendedores de helados, bueno, eso los hay en otros lados, y hay solamente dos elementos referenciales muy fuertes, que son el paredón de una iglesia, que bloquea la perspectiva visual desde las ventanas del apartamento y desde la azotea a la cual suele salir la protagonista, narradora, y también una torre de metal entramado y negro que se perfila de manera recurrente en el espacio visible y que probablemente remite a una torre icónica de Montevideo, la torre de televisión, que, digamos, en esa época existía todavía y que fue demolida en el 2017. Del punto de vista referencial, entonces, la ciudad queda reducida a esos tres emblemas. Uno horizontal, la Rambla, un poco para los cubanistas, un poco como el malecón, muy parecido al malecón habanero, espacio de recreo de los montevideanos, y dos espacios verticales que la narradora ve sobre todo cuando sale a la azotea, la iglesia con el paredón que corta toda visibilidad, y la torre que progresivamente se termina confundiendo con, primero aparece en la noche, va apareciendo progresivamente y luego se termina confundiendo con la propia iglesia. Es decir, que al final la torre y la iglesia se confunden, es imposible separar la cúpula de aquella iglesia lejana de la torre de metal. Si intento pensar en la cúpula, veo la torre. Cúpula y cópula también nos recuerda por aquí algún juego de palabras posible. Y si en cambio quiero concentrarme exclusivamente en la torre, la iglesia se interpone. O sea, iglesia y torre son la misma cosa para mí. Este ejercicio tiene como fin suavizar un poco la ansiedad. Pienso, iglesia, torre, torre, iglesia. Y entonces esto pasa a ser un asunto de suma importancia que consume toda mi atención. Y no quedan rastros de la ciudad, que es una ciudad agresiva, violenta, la cual no quiere salir, incluso envía a sus vecinos a que le hagan las compras. La ciudad entonces termina siendo percibida como un magma, como una materia densa y amenazante, un ser vivo en constante movimiento, inquietante, que busca alimentarse de todo lo que encuentra a su paso. Esta inquietud, esta angustia, genera paradójicamente un deseo, lo vemos en una de las últimas escenas, en la cual, observando la iglesia y el paredón de la iglesia y la torre fálica que se percibe en la oscuridad, la joven se masturba y tiene uno de los pocos momentos de placer en la novela. Bien, pasé un poco rápido, o tal vez no tan rápido, diría Ponagui. Quería llegar al segundo texto, que es La ciudad invencible, que presenta a la ciudad como un espacio ambivalente. Se trata de un pequeño libro que sitúa más bien dentro de las tendencias de autoficción o de no ficción, en la cual tenemos una fuerte relación con la biografía de la escritora, que vivió 2 años en Buenos Aires. Se trata de un relato más que de una novela, como la presenta el fallecido escritor Sergio Chefek, del que hablaste hace un momento, novela fronteriza entre el diario y la crónica personal. De hecho, Fernanda Trías, y en esto tiene que ver con los nomadismos un poco genéricos, apunta en una entrevista que cada vez me interesa menos la estructura redonda, sin fallas, y más otras formas libres, experimentales y el cruce de géneros. Y tal vez entonces aquí, como en este diario, crónica, novela, le permite desarrollar alguna de sus ideas. Entonces, se trata de una montevideana que llega a Buenos Aires y que en realidad pasa por una experiencia traumática, que es que conoce a un hombre que es extremadamente violento,
con el que tiene una relación, pero con presencia de drogas y otras sustancias diversas, el hombre, bueno, se automutila y también la mutila a ella en algunas ocasiones, y luego ella se separa y decide, a pesar de todo, quedarse en Buenos Aires, porque no quiere huir de esa presencia destructiva, ¿no? Entonces, finalmente se termina yendo, pero por propia decisión, y una vez que el hombre ha sido juzgado y lo han obligado a no acercarse a la joven. Entonces, en este relato en primera persona, aquí sí la toponimia es extremadamente abundante y sobre todo muy situada en una zona del microcentro bonaerense, pero tenemos una multiplicidad de referencias a espacios, a lugares que todos los argentinos conocen, la calle Santa Fe, Callao, Corrientes, Florida, Rivadavia, etc. Geografía urbana muy precisa entonces y bastante acotada, geografía cargada de referencias literarias, omnipresencia de Borges, presencia de Scalabrini Ortiz, presencia de Leopoldo Marechal, en fin, hay toda una serie de referentes literarios que constituyen un trasfondo de la novela. Pero lo que me parece interesante es que la ciudad finalmente es el anclaje de historias personales y de historias íntimas, ¿no? Este texto se presenta casi como una crónica, una descripción de la ciudad, pero en realidad la ciudad no importa tanto como las experiencias sensibles de la narradora y cómo las vierte o cómo las refleja en su alrededor. Finalmente hay muy poca acción en la novela, ¿no? Dos acciones, diría. La violencia que sufre la joven por parte de su ex compañero, de su compañero antes de ser ex, y la muerte de su padre, que la lleva a quitar la ciudad de Buenos Aires durante una semana para volver a Montevideo y luego regresar a Buenos Aires. Pero la unidad temporal, la unidad temporal se mantiene y lo que parece interesante es cómo Fernanda Trías evoca su relacionamiento con esta ciudad, ¿no? Ella dice que, como todo montevideano, el sueño principal es ir a Buenos Aires, ¿no? Porque somos un poco provincianos, y se había propuesto hablar únicamente de Buenos Aires y asume que ese proyecto ha fracasado, puesto que no ha podido hacer lo que quería, inscribirse en la línea de grandes cronistas de la ciudad, de Borges, Roberto Alm, Marechal y otros. Todo eso por la traumática experiencia vivida con ese compañero al que llama La Rata. La ciudad sirve entonces para poner de manifiesto más bien la vérité des émotions, como la define Georges Didi Huberman en su reciente ensayo dedicado a la figura de Víctor Klemperer. En otras palabras, junto a lo que solemos llamar hechos de faits effectifs, de faits de langue, dice él, importa tomar en cuenta también los afectos, les faits d'affect. ¿Esta es la hora ya? Je ne sais pas ce qui sonne. C'est le mien. Ah, pardon. Okay. Me quedan 2 minutos. 2 minutos. Okay. Entonces, 2 minutos. Finalmente, como en un palincesto entonces, o más prosaicamente en un 1000 hojas, precioso postre rioplatense, Buenos Aires resulta un espacio en el que se proyectan muy diferentes imaginarios y sensibilidades. El imaginario de los montevideanos que llegan a Buenos Aires y que sueñan con la gran metrópolis, el imaginario incluso de su propia abuela paterna, que era nacida en Buenos Aires y que siempre le cantaba el himno nacional y que transformaba, porque oíd mortales, el grito sagrado se transforma en oh inmortales, el grito sagrado, y a ella le hacía pensar a la narradora en la posible inmortalidad. Buenos Aires es después la imagen fantasmática entrevista desde Colonia, la ciudad vecina, con sus luces en el horizonte, que son el resplandor de un gigantesco incendio. Gigantesco incendio que encontraremos en la última de las novelas, pero no sé si podré hablar hoy. En todo caso, Buenos Aires es, al fin y al cabo, la ciudad borgiana, la ciudad de fervor de Buenos Aires. Pero voy a terminar en 1 minuto y medio, si puedo, con una pequeña referencia a la ciudad en ruinas o post-ciudad, que es la que aparece en la novela Mugre Rosa, Crasse Rose, que acaba de ser publicada en traducción francesa.
en esta ciudad sí que es Montevideo, los detalles son numerosísimos. En particular algunos, bueno, eso por ejemplo, el Clínicas, solo es el Hospital de Clínicas de Montevideo, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, el Hotel Palacio, en el que por un momento tenemos, aparece recurrentemente, la estructura metálica de un tanque de gas que también remite a la Rambla montevideana. Y además una multiplicidad de elementos lingüísticos, porque diría que Fernanda Trías sigue escribiendo como uruguaya, dice frutillas y no fresas, dice nafta y no gasolina, dice frankfurters o panchos y no sosis, no sé cómo se dice. Bueno, y en esta novela entonces lo que tenemos es una peste que asola la ciudad y que ha hecho que todos los habitantes la van desertando, ¿no? Sin embargo, algunos se quedan allí, pero es una enfermedad contagiosa, el agua es imbebible, el río de la Plata se ha transformado en una especie de espacio completamente insoportable, inhabitable, y solamente la única alimentación es una especie de producto rosa, una mugre rosa que le proponen a los habitantes. Y la ciudad es evacuada violentamente finalmente por la policía y por los militares, porque nadie debería quedar en ella, y le aparece al final a la narradora como un cuerpo sin entrañas, una carcasa limpia que a lo lejos brillará con su luz mala, ¿eh? Como un feu follet, ¿no? Una luz mala típica de la visión del campo uruguayo, pero que aquí se transfiere a la ciudad. Y la novela se cierra con esa idea, ¿no? La ciudad será un fuego fatuo en el horizonte. Es decir, que para terminar, y perdón por la carrera, en Cartografía del desarraigo literario, reflexiones sobre el arte de escribir en la ciudad de todos los vientos, que es una novela de Carlos Liscano, que aprovecho para homenajear porque falleció hace lamentablemente 15 días. El crítico Giuseppe Gatti Riccardi apunta que la condición existencial de nomadismo desemboca en la sensación de no pertenecer a ningún sitio. Esta es la visión clásica, ¿no? del desarraigo. En cambio, en la narrativa de Fernanda Trías, lo que está en juego no es tanto la pertenencia a un espacio. La escritora sigue siendo 100% o 200% uruguaya y montevideana, sigue escribiendo sobre su ciudad o sobre otras ciudades como Buenos Aires, pero desde esa perspectiva marcada por su propia identidad. Muchas gracias. Merci beaucoup, Raoul, pour cette évocation de l'après-ville ou la post-ville à travers deux exemples du Rio de la Plata, deux exemples paradigmatiques d'espace de nomadisme, d'espace d'errance et de recherche de soi aussi. Je pense que nous allons retrouver certains de ces éléments dans l'espace nord-américain et je passe tout de suite le relais à mon complice François Hugonier. Merci Raoul pour ta présentation et merci Paul-Henri. On va donc poursuivre en Amérique du Nord et vers d'autres paradoxes et d'autres ambivalences, pour reprendre ton expression Raoul. J'ai vraiment l'immense honneur de présenter Anne-Laure Tissu aujourd'hui, dont je lis le travail depuis très longtemps et qui fait partie de mes découvertes américanistes. Donc merci d'être venu aujourd'hui. Anne-Laure Tissu est professeure de littérature américaine et de traduction à l'Université de Rouen. Sa recherche actuelle porte sur la lecture et l'esthétique. Elle est traductrice de fiction et de poésie, principalement américaine, dont Percival Everett, Angela Flournoy, Nick Flynn, Jemana Hadid, Laird Hunt, Jerome Rothenberg, Adam Thirlwell, Margaret Wrinkle et récemment Paul Auster. Elle a aussi traduit vers l'anglais en collaboration avec Laird Hunt le roman d'Arnaud Bertina, Ma solitude s'appelle Brando, Brando My Solitude. Donc le titre de la présentation d'Anne-Laure Tissu aujourd'hui est La ville comme espace des discours dans l'œuvre de l'écrivain états-unien Percival Everett. Merci beaucoup François. Ça marche ça? Je suis trop petite. Merci beaucoup à François, Paul-Henri de m'inviter aujourd'hui à cette table ronde. Je suis vraiment ravie d'être ici. Mais, cette problématique m'a permis de découvrir de nouveaux aspects dans l'œuvre de Percival Everett. Merci aussi
Enfin, je suis heureuse d'être là, même si je me sens un petit peu marginale, parce qu'en fait, vous allez le voir, la ville est très peu représentée dans l'œuvre de Percival Everett, et elle y est avant tout, me semble-t-il, comme un espace symbolique. Je vais essayer d'expliquer cela. Je n'ai pas le temps de présenter cette œuvre prolifique. Je signale simplement que c'est délibérément que je désigne Percival Everett comme un écrivain états-unien et non pas afro-américain, étiquette qui le rejette comme étant trop réductrice et comme orientant les attentes du lecteur et donc la lecture. Donc, comme indiqué dans le résumé de mon propos, la ville dans l'œuvre d'Everett n'est pas tant un cadre géographique ou encore un objet esthétique que le lieu du politique, en tant qu'espace discursif, symbolique. La ville ne fait pas l'objet de descriptions, enfin très peu. Elle n'est pas considérée d'un point de vue architectural. Elle offre un environnement qui demeure flou et ne suscite chez les personnages que des réactions de défiance et de rejet. L'intérêt de la ville tient donc aux divers jeux de langage qui s'y affrontent, et j'emprunte la formule de Wittgenstein, dont la pensée exerce sur Everett une influence reconnue. Donc, jeu de langage qui donne lieu, dans l'œuvre, à un travail du cliché, des préjugés et du nom propre, à commencer par le nom de la localité où se déroule l'intrigue de The Trees. J'allais dire son dernier roman, mais il en a déjà publié 2 depuis, ça va très vite. Donc The Trees, qui se déroule à Money, dans le Mississippi, donc Money, hein, l'argent, une communauté rurale et non urbaine, emblématique du Sud, mais là aussi, bien sûr, il s'agit de clichés. Un culte très largement raciste, cette communauté caractérisée par le parler du Sud, ainsi qu'un sociolecte propre, ponctué de fautes de grammaire. Bon, je ne donne que 2 exemples. L'accumulation des négations, comme dans You Ain't No Sheriff, ou l'abus de pronoms réfléchis, comme dans I'm Gonna Eat Myself a Bite. Bon. Le contraste est souligné entre Money et le milieu urbain, dont les représentants dans ce roman, The Trees, sont en majorité beaucoup plus cultivés, comme l'indique notamment la correction de la langue qu'emploient les détectives du FBI et du FBI dépêchés à Money pour résoudre le mystère que les pecnos locaux sont incapables de gérer. Les habitants de Money s'attendent au mépris des citadins, ils l'assument, c'est-à-dire que le sociolecte inculte et raciste que j'évoquais tout à l'heure intègre, comme en effet de miroir, le champ lexical de l'insulte méprisante envers les populations vivant dans des lieux reculés. Donc le texte est émaillé de termes tels que redneck, hillbillies et j'en passe. Donc la ville serait lieu de culture, la campagne lieu d'ignorance. Selon le cliché en quelque sorte inverse, la ville serait lieu de corruption, la campagne de relations plus authentiques à la Willa Cather. Associé à ce deuxième cliché, celui du sage au désert, revient dans l'œuvre. La présence simultanée de ces clichés contradictoires les annule ou du moins les interroge. La peinture d'espaces vierges purs donne-t-elle à penser que l'humain serait la source du mal et la violence l'un de ses traits constitutifs, ou du moins un effet de la vie en société? Je ne prends pas cela comme des généralités, je parle toujours bien sûr de la représentation dans l'œuvre de Percival Everett. Le texte everettien souligne la responsabilité individuelle, l'environnement n'ayant qu'un rôle de catalyseur. Ce roman joue aussi avec les clichés et topoïdes d'un certain nombre de genres littéraires, en particulier le polar, mais aussi la science-fiction. En effet, dans ce roman The Trees, seuls les 3 premiers meurtres sont perpétrés par une organisation activiste cherchant à venger l'assassinat sauvage d'Emmett Till, j'y reviendrai, en frappant les coupables de ce lynchage très sauvage, jadis innocentés. Mais s'ensuit une déferlante de meurtres commis selon le même schéma, à savoir 2 victimes rendues méconnaissables par les coups, l'une blanche émasculée, l'autre noire, portant à la main des testicules ensanglantés. Le cadavre noir, non identifié, mais vaguement familier, parce qu'il rappelle Emmett Till, disparaît ensuite mystérieusement. Or, cette vague meurtrière prend vite un tour surnaturel, tandis que des cohortes d'hommes noirs, zombies au teint de cendre, s'abattent sur les États-Unis pour trucider les Blancs. Par ce recours à la science-fiction, le roman dépasse le cadre de l'affrontement entre monde rural et monde urbain, entre ethnies aussi.
le scandale raciste, la violence et la peur de l'autre rongeant la nation entière, comme le montre la très longue liste des lieux de crime. Elle s'étend sur 2 pages, elle occupe tout un chapitre. La liste est d'ailleurs un autre des jeux de langage se développant dans l'œuvre en rapport au nom propre. Elle dresse ici une carte déséquilibrée, dominée par les États du Sud et plus spécialement le Mississippi, dont le nom est répété de manière obsessionnelle en fin de liste, je ne la cite pas. Et cette répétition pointe du doigt, une fois encore, le lynchage d'Emmett Till commis en 1955 et dont le souvenir hante la mémoire collective. Il se trouve d'ailleurs, par un concours de circonstances, qu'il y a un certain nombre d'œuvres en ce moment, notamment un film, qui remettent cet événement horrible sur le devant de la scène. En outre, cette liste entre en résonance avec une autre liste qui apparaît dans le roman, celle des noms des victimes de lynchage perpétrés au cours des 60 dernières années aux États-Unis. Une liste recopiée à la main par le chercheur universitaire que conduit sur les lieux une ancienne amie d'études, l'une des activistes impliquées dans la vengeance du meurtre d'Emmett Till. Et donc l'universitaire a été conduit sur les lieux pour qu'il fasse connaître au monde ce qui se passe, ce qui s'est passé à Monet, Mississippi. Je ne cite qu'un tout petit extrait. Damon Thruff wrote with the number 3 pencil sharpened with his Phi Beta Kappa penknife again and again. He scratched out names on a yellow legal pad. He scratched and scratched. Bill Gilmer, Chadwick Thompson, Ed Lang, etc. Cette pratique d'écriture met en abîme celle de l'écrivain qui rend hommage aux victimes en recopiant leurs noms, et elle se pose en revers symbolique des tortures infligées lors des lynchages, comme le suggère le champ lexical insistant de l'abrasion, de l'écorchure, de l'incision. Sharpened, penknife, scratched out, scratched and scratched. Et la répétition ici rappelle aussi l'insoutenable de la torture, poussant la victime aux limites de sa résistance et le bourreau aux franges de l'inhumain. Une répétition qui suggère aussi la longue histoire de lynchage aux États-Unis, again and again, atrocité, en tout cas jusqu'à très récemment rarement condamnée, se répétant comme une fatalité, un scandale absolu. Jeu de langage éminemment politique, donc, que cette liste, courant sur près de 10 pages, et qui inscrit dans le roman une image de communauté scindée, même si nombre de noms n'indiquent pas d'origine ethnique particulièrement, hormis quelques noms aux consonances italiennes, espagnoles ou asiatiques, et j'avoue ma grande ignorance dans l'emploi de cette dernière épithète générique. Liu Zhoufu, Liu Tim Kwang, Hong Chuang Chuan, intercalés entre d'autres noms moins connotés, viennent juste après le nom de Emmett Till. Là aussi, il y a fort à penser que Everett joue avec les préjugés du lecteur, qui imagine peut-être des personnages aux yeux bridés en lisant ces noms, ou comme moi est incapable de distinguer un nom chinois d'un nom coréen, vietnamien ou laotien. Et je ne suis pas fière, mais c'est un fait. La liste, rendue accablante par l'effet d'accumulation, participe d'une stratégie se déployant dans l'ensemble de l'œuvre d'Everett et visant à manifester l'inégalité criante qui caractérise la société états-unienne dans l'œuvre. Cette stratégie de mise en lumière évite la dénonciation explicite. La prise de conscience escomptée passe par le travail du cliché, en particulier dans l'ensemble des représentations entourant l'opposition entre monde urbain et monde rural. Ce clivage n'est donc pas tant géographique qu'ethnique, social et culturel. Au-delà, il tient à la capacité ou non de remise en question et tout d'abord de prise de conscience des préjugés. Autrement dit, l'une des questions posées par l'œuvre d'Everett est « se soumettons ou non au clivage ?» Dès lors, et j'arrive à ma conclusion, dès lors, quelle est la spécificité de la ville dans l'œuvre? Son effet serait-il de nature purement quantitative? Autrement dit, un effet dû à ce que la ville rassemble plus d'individus, donc multiplie les possibilités de corruption comme d'épanouissement ou encore de rébellion. L'authentique contestation semble rester individuelle dans l'œuvre d'Everett, même si l'individu est parfois rattrapé par le groupe, par les institutions. La ville offrant la diversité de ses jeux de langage et de ses formes de vie, là aussi pour reprendre la terminologie de Wittgenstein, exacerbe les tensions et les enjeux de pouvoir qui sont déjà à l'œuvre au niveau beaucoup plus restreint d'une cellule familiale. On en trouve des exemples, notamment dans le roman d'Everett intitulé « Erasure ».
Mais pour la même raison, la ville permet aussi le déplacement de ces clivages. La fonction de la ville dans l'œuvre serait-elle emblématique de la fonction de l'art? Oppositions inébranlables et farouchement défendues, l'art réagit par ses formes ouvertes, riches d'ambiguïté et d'ironie, impliquant ici le lecteur ou la lectrice plutôt que le spectateur et l'auditeur, pour les laisser élaborer leur propre vision à partir de la proposition du texte. La ville, dans l'œuvre d'Everett, apparaît comme le lieu du politique à travers l'esthétique, car le lieu d'exercice et de travail du langage ne délivrant aucun message selon des modalités didactiques, mais proposant au lecteur une expérience, ou peut-être une praxis du genre de celle que Wittgenstein attribuait à la philosophie. Cette expérience les invite à reconsidérer leurs préjugés à travers l'exposition à l'autre, l'autre qui n'est pas forcément une personne, mais correspond à tout ce qui échappe à l'ordinaire et au connu. Lieu emblématique de la rencontre de l'autre, la ville se constitue dans l'imaginaire everettien en espace de transgression, inquiétant mais fertile en ce qu'il permet la remise en question. Possibilité ouverte par la confrontation des discours, résistante aux tendances sclérosantes entretenues par les médias à des fins politiques, elle stimule la vie de l'esprit pour promouvoir ce qu'il y a de meilleur en l'humain. J'ai fini, j'espère que je n'ai pas trop... Merci beaucoup, Anne-Laure. Et merci de revenir sur cette opposition urbanisme et ruralité qui parcourt en un certain sens, merci, la littérature américaine. Aussi, en toile de fond, bien sûr, il y a la question du désastre qui va nous servir également de transition vers la présentation d'Aliette Vantéjou. Il faut rétablir l'écran. Merci. Parfait, merci. Et donc, Aliette Vantéjou est maîtresse de conférences à l'université Jean Monnet Saint-Étienne, où elle enseigne la littérature et la civilisation des États-Unis, ainsi que la traduction. Elle a soutenu une thèse sur l'écriture de la catastrophe dans la littérature post-11 septembre, à la Sorbonne Nouvelle, sous la direction d'Isabelle Alfandari. Et c'est une thèse qui sera bientôt publiée aux presses universitaires de Saint-Étienne. Elle continue de s'intéresser à l'écriture de la catastrophe de manière plus large, mais aussi au son et au paysage sonore dans la littérature contemporaine des États-Unis. Et donc, cette présentation en anglais s'intitule « 9/11 as a dynamic element of literary creation ». Merci beaucoup d'être venu. Donc, un très grand merci pour votre accueil ce matin. Let's go. So the events of September 11, 2001 irrevocably changed the course not only of history and global relations, but also of culture and literature. As you remember, on that day, 4 planes crashed on the US, 2 on the World Trade Center, 1 on the Pentagon, and the last one near Shanksville, Pennsylvania. Not only was the number of victims immense, around 3,000 people lost their lives, but the shock was also gigantic because of the symbols of the US that were hit that day, the most important and visible one being the Twin Towers in New York. Indeed, these 2 giants towering up in New York City were completely destroyed in the attacks, leaving an incomprehensible void in lower Manhattan. The scale of the tragedy and the fact that it has been witnessed all over the world beg the following questions. How does literature deal with that catastrophe? And more precisely, how is the city of New York represented in novels that tackle this event? The aim today is not to give a definite answer, but to suggest a few ideas discussing the relations between the city of New York and its literary representations. This short presentation will use excerpts from novels like Falling Man by Don DeLillo, The Reluctant Fundamentalist by Mohsin Hamid, and Extremely Loud and Incredibly Close by Jonathan Safran Foer, and they were published in 2007 or 2005, so not long after the events. Post-9/11 literature is first characterized by the void left in lower Manhattan. The towers, at first hated by many New Yorkers, are gone, and an empty space now has to be filled.
The city has become an apocalyptic place with, I quote, smoke and ash rolling down the streets and seismic tides of smoke in De Lillo's Falling Man. Because of this apocalypse, the urban landscape is altered and defamiliarization occurs. People seem to be dehumanized and are described as mere ghosts walking through the smoke, as you can see on the quote, and I hope you can read it. I will not read all the quotes. So, the previous slide. Yeah, thank you. So you can see the way people are described. You can't see their faces, their heads, etc. So this feeling of defamiliarization is also found in De Lillo's fragmented writing, with lots of short paragraphs and brief sentences, and the use of parataxis, as François has underlined in his book about the novel. Movement is also marked by fragmentation, as the main character, Keith, goes from ground zero, he manages to escape from the World Trade Center, and he goes to his former home without even realizing it at first, and I quote, "It wasn't until he got in the truck and shut the door that he understood where he had been going all along." However, even if De Lillo's novel starts with the destruction of the towers, ruins are not the central element of post-9/11 literature, and many novels lay emphasis on the necessity of reclaiming the city and filling in the void. This is sometimes done in the easiest and maybe most obvious way, which is walking. Walking through the city becomes both a quest and a need, and some characters start walking to find answers to the aftermath of the catastrophe and to the catastrophe. This is, for instance, the case of Foer's character Oscar, this little boy, who sets on a quest through the streets of New York in order to cope with his father's death. Other walkers experience a more serene stroll, striding along the city like flâneurs, and it's the case of Liane sometimes in Falling Man. In both cases, walking allows the characters to reshape and remap the city, become familiar with the disfigured urban space, opening new ways through the street. The space of the city of New York is also reinterpreted because of the verticality that characterizes this metropolis, and it becomes the direct reminder of the attacks. And this verticality loses its greatness and even literally disappears with the fall of the towers. I'll give you a short quote showing how the towers are described before the event in Colum McCann's Let the Great World Spin. He writes, I quote, it's not on the slide, sorry. "The Twin Towers, so brash, so glassy, so forward-looking. The glass reflected the sky, the night, the colors, progress, beauty, capitalism." So this description with the three ternary rhythms, which give a kind of balance to the buildings, contrasts strongly with the wrecks and ruins of 9/11. The void left by the disappearance of the two skyscrapers has to be filled, and verticality must be rewritten in a way. And this reworking and reinterpretation of verticality is best figured through the character of Falling Man in De Lillo's novel. The eponymous character is a performance artist, and he stages his fall from various spots in New York City, always to be witnessed by passers-by. His is, of course, a secured and voluntary fall, and he is stopped by a harness before touching ground, remaining hanging in the air, but he brings back to mind the people who fell or jumped on 9/11. Through these performances, the city also becomes the ground of a disproportionate hide-and-seek game that can only exist thanks to the architecture of New York. Indeed, there is no warning when he is going to jump, as he wishes to surprise people. And it also reminds the reader of Philippe Petit, who in August 1974 crossed the void between the two towers, but this time escaping the fall, thus inscribing art as one way of dealing with both the catastrophe and the majestic character of the city's architecture. Another way of reclaiming the city is described in Mohsin Hamid, the reluctant fundamentalist.
The narrator, Cengiz, is a young Pakistani who grew up in Lahore and went to university to Princeton and works in New York. After 9/11, both the city and the way people look at him become different. The city is the first to change, and I'll just read the first sentence. Your country's flight invaded New York after the attacks. It was everywhere. So this quote gives the impression of an invasion by the American flag in an ironical twist. The flag could be a symbol of unity, but here it obliterates hopes of reconciliation. The use of the possessive your creates distance between the narrator and this symbol, and the exclusion of the narrator is asserted again in the sentence in the middle, "We are America," which does not concern him, and is distanced both thanks to the italics, which are in the original text, and the punctuation. So New York City, where he felt at home, becomes a hostile place where he is assaulted after the attacks because of his looks, and that's the next one. Yeah. And I'm not reading the quote, but you can read the last words when he got insulted because of his origin and the way he looks. So he suddenly becomes the other, subjected to the gaze and prejudice of some of the city's inhabitants. For him, walking then becomes a kind of restless wandering, a provocation even, and that would be the next quote. And I'll just read one sentence. Sometimes I would find myself walking in the streets, flaunting my beard as a provocation, craving conflict. So from a welcoming place, New York becomes a hostile place and finally loses its colors in a comparison that lays stress on the dichotomy us-them voiced by Bush after the attacks. These are Cengiz's words again. I quote, "Living in New York was suddenly like living in a film about the Second World War. I, a foreigner, found myself staring out at a set that ought to be viewed not in Technicolor, but in grainy black and white." And I think that was the next one. Thank you. So the post-9/11 city becomes tinged with nostalgia, a place in which the narrator is incapable to fit anymore. This city is also filled with sounds, and although this is not specific to this era, as we have heard already this morning, I'd like to dwell quickly on their importance. Thinking about 9/11, you think about the image, the pictures, the videos you've seen, maybe not always about the sound, but even if vision is predominant, sound also is used by writers to tackle the event. They are not only metaphorical sounds and noises of the various discourses about the 9/11 attacks, but you also find literal sounds and noise, which are deafening and first represented through the fall of the Twin Towers. They resonate through post-9/11 literature, and they pervade the space of the city and the narrative, making the apprehension of the urban space more difficult. It seems that noise is the sign of a reflection on the difficulty of inhabiting the city after 9/11, and the necessity of remapping and reappropriating urban space after the catastrophe. Sorry, thank you. This is the second paragraph of the novel, and I'll just quote the very beginning of the first sentence. "The roar was still in the air." So this emphasis on sound shows that it started before the novel, it is still happening, and it will happen during the whole novel. I have other examples to give you about sounds, but I will not give them now because I'm already late, so I'll just conclude. So 9/11 is an event that modified deeply the perception of the United States and the urban space of New York City. This defamiliarization has been tackled by novelists in different ways, with the aim of reclaiming urban space through walking or thanks to art, for instance. The catastrophe inhabits the pages of the novels, which sometimes deal with it head-on, sometimes as a mere evocation. Literature can be seen as a vehicle for catharsis, a trace, a fragment of memory with universal scope.
Thank you very much. Merci beaucoup, Aliette, pour cette exploration ou réexploration du 11 septembre et d'un New York post-11 septembre. D'ailleurs, ici, certains propos ont fait écho à ce qu'ont dit d'autres auteurs. Hein, c'est que New York, ce n'est pas exactement les États-Unis ou le reste des États-Unis. Donc nous allons passer de New York au Brésil. Et j'ai le grand plaisir de présenter François Weigel. François Weigel qui est professeur au Brésil, en langue française mais aussi en littérature à l'Université fédérale du Rio Grande do Norte et en voie de transfert, écrit-il, vers l'Université fédérale de Rio. Il est membre du comité de rédaction de la revue interdisciplinaire de travaux sur les Amériques, RITA, et l'auteur d'un livre remarqué, Itinéraires urbains dans le monde brésilien contemporain, publié aux presses universitaires de Rennes en 2020, après l'obtention du prix de thèse 2018 de l'Institut des Amériques. Il vient de coordonner un ouvrage intitulé Literatura e Doença, pardon pour l'accent, à l'Université fédérale de Campina Grande, et il va donc nous proposer une communication sur Porto Alegre. Je lui cède la parole. Merci. Merci. Alors, je suis très heureux et un peu ému de faire cette table ronde dans une maison qui m'est chère, puisqu'en 2018, j'étais secrétaire d'édition à l'Institut des Amériques et que j'ai d'ailleurs été en contact régulier avec Paul-Henri Giraud, que je remercie chaleureusement, ainsi que François Hugonier pour l'invitation. Alors, on va se déplacer un peu du côté de Porto Alegre et du Rio Grande do Sul. C'est une région qui, parfois, est caractérisée comme étant un Brésil différent, dans la mesure où c'est un Brésil un peu moins métis, caractérisé par sa population, par une histoire de peuplement, d'abord avec les Portugais estanciers, et puis les Açoriens, et ensuite, surtout vers la fin du XIXe siècle, des vagues d'immigration venant d'Europe de l'Est et d'Allemagne. Donc, c'est assez stimulant d'analyser la représentation de romans, la représentation du discours racial, dans deux romans, centrés sur cette ville supposément d'un Brésil un peu différent. Je vais passer à... Alors, je peux descendre, je crois. Oui, je peux le faire moi-même, merci. Puisqu'on est dans une table ronde sur la littérature et sociopoétique, eh bien, je réfléchissais à comment dire, cette dimension politique, cette dimension et l'importance des mouvements sociaux. Et vous avez ici une image d'une actualité récente, c'est la nomination en janvier 2023 de Sônia Guajajara, première ministre des peuples, la toute première femme occupant le poste de ministre des peuples indigènes, et puis Aniele Franco, qui a été nommée au poste du ministère de l'égalité raciale. Aniele Franco, c'est tout simplement la sœur de Marielle Franco, cette activiste des droits humains, membre du conseil municipal de Rio de Janeiro, que vous devez connaître, j'imagine, femme noire et lesbienne, issue d'un quartier périphérique de Rio de Janeiro, qui avait été assassinée en 2018, l'année de la victoire de Jair Bolsonaro. Donc évidemment, cette nomination d'Aniele à un poste si crucial avait valeur de symbole et donnait un poids institutionnel à un mouvement social qui certes ne date pas d'hier, mais qui s'articule de plus en plus ces dernières années pour une plus grande justice sociale envers les afro-descendants, la défense des minorités et la lutte contre le racisme. Cette tendance d'une affirmation afro-brésilienne, elle est déjà ancienne également dans les arts, et notamment dans la musique populaire brésilienne, ce qu'on appelle la MPB. Et peut-être qu'elle est un peu moins forte en littérature, en tout cas historiquement, la littérature restant un art surtout associé aux élites et à un monde intellectuel où, globalement, prédominent les Blancs.
Près de 50 ans après le succès éditorial de Quarto di Despejo, Diario di una favelada, donc le journal intime d'une femme des favelas, c'est le journal d'une collecteuse de déchets vivant dans une favela de São Paulo, et plus d'un siècle après l'illustre carrière de Machado de Assis, considéré souvent comme le plus grand écrivain de la littérature brésilienne, mais que les élites ont eu tendance à blanchiser au cours de l'histoire, eh bien, les deux dernières décennies, ont vu l'émergence d'une génération d'auteurs qui affirment leurs écrits vécus, as escrivencias, c'est le terme employé par Conceição Evaristo, qui est, je crois, la figure de proue un peu de cette génération d'auteurs afro-brésiliens. Alors, la liste des récents prix Jabuti, qui est l'équivalent un peu du Goncourt au Brésil, est tout à fait éloquente. En 2019, on a Itamar Vieira Júnior, qui gagne le prix en centrant ce roman sur une communauté rurale de travailleurs noirs de Bahia. Et puis en 2020, le vainqueur du prix Jabuti, c'est cet écrivain que vous voyez là, Jefferson Tenório, avec ce roman O avesso da pele, qu'on pourrait traduire de façon approximative par l'envers de la peau. Un an avant la remise de ce prix à Jefferson Tenório, un autre écrivain noir, également du Rio Grande do Sul, José Faleiro, avait lui aussi remporté un franc succès critique et public avec le roman Os Supridores, qui a été traduit chez Métellier sous le titre Supermarché. Voilà. Alors, en pleine phase d'affirmation des identités noires, ces romans, centrés sur Porto Alegre, nous invitent, en cernant l'interaction entre le discours littéraire et le discours socio-économique, à sonder la sociopoétique de fiction récente sur ce vaste débat de la place des afrodescendants au sein de la société brésilienne, et notamment dans l'univers urbain. Et je vais maintenant vous présenter successivement, un petit peu, rapidement, le temps qui m'est imparti, les deux romans. En commençant par Jefferson Tenório, O avesso da pele. À la fin du récit, le narrateur de ce roman s'épanche avec mélancolie. Je sais que les Noirs sont ceux qui meurent le plus d'armes à feu. On voit cela à chaque instant à la télé, mais on ne pense jamais que cela pourrait nous arriver. On assiste à ces reportages montrant les parents des victimes, des Noirs de quartiers périphériques, qui pleurent, protestent contre la violence et l'indifférence des autorités. On s'attriste et on lâche un « mais merde, quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Et puis on retourne à un plat de riz et à des flageolets. Jusqu'à ce que, d'un instant à l'autre, comme ça, sans plus ni rien, c'est notre tour de pleurer un mort. Or, justement, tout le récit de Jefferson Tenório donne vie et corps à l'un de ces Noirs qui, chaque jour, meurt de coups de balle. La construction narrative est habile. Dans les premières pages, c'est à partir d'objets que le narrateur recueille dans l'appartement de son père défunt, c'est à partir de ces objets que ce narrateur va reconstituer la vie de ses parents par bribes, par une forme d'imagination empathique qui lui fait entrevoir des joies et des blessures intimes. Et il y a une proximité directe qui est établie avec le lecteur et avec le père, la figure du père, par l'usage du pronom « vossé ». Donc c'est un registre énonciatif qui amplifie le pathos du récit et qui renforce l'identification du lecteur avec ce père aimant. Et donc le roman, par cette stratégie oblique en fait du récit intimiste, se fait l'écho d'une violence quotidienne dans un pays qui est encore très souvent bercé par le mythe du métissage et de la démocratie raciale dans une société supposément cordiale. Ce sont des termes qui ont été employés dans les années 30 par des penseurs de l'identité nationale brésilienne, Gilberto Freire et Sérgio Buarque de Holanda. Vous avez ici une statistique qui est assez parlante, et la caricature que vous voyez à droite de mon écran renvoie à la mort de Beto, un noir sauvagement assassiné par des gardes du corps à l'entrée d'un supermarché Carrefour à Porto Alegre. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette illustration dans la ville de Porto Alegre. Voilà. Alors, je crois que je vais devoir aller un peu vite. En tous les cas, les personnages, dans ce roman, les personnages sont des intercesseurs, en fait, de différentes opinions
sociale, sur le discours racial. Et on suit notamment la trajectoire du père qui a des relations amoureuses, d'abord avec une femme blanche, puis avec une femme noire. Et à chaque fois, les voix des personnages nous permettent de confronter dans l'arène littéraire, hein, en tant que discours non autoritaire, plusieurs voix, plusieurs opinions sur cette question raciale. Ce qui est également important, c'est la question de la compartimentation géographique et socio-spatiale, et qui est très souvent établie par les descriptions des quartiers de Porto Alegre, et donc l'absence de couture entre les différents quartiers est signifiée par le récit. Mais, et c'est sans doute son plus grand mérite, le roman de Jefferson Tenorio ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il ne se fixe pas sur le constat d'un éclatement de l'identité, d'un éclatement de la ville, et donc de la place occupée par l'individu au sein de l'univers urbain. Par sa démarche introspective et interrogative, le récit puise dans l'ancestralité pour réinventer une identité qui à la fois donc assume le lien intergénérationnel entre père et fils et s'ancre dans un cheminement au présent. Et cela apparaît en particulier par les références du début et de la fin du roman à l'Orisha, la divinité afro-brésilienne, Ogum, et à la spiritualité. Vous avez ici une citation que je vous laisse lire, et je vais très vite au deuxième roman, parce que j'aimerais quand même en parler un peu. Os Supridores, c'est donc le premier roman de José Faleiro, et à l'égal de ses prédécesseurs de la littérature autoproclamée marginale, écrit ses fictions sur l'univers des favelas par une vision halogène, c'est-à-dire de l'intérieur, celle d'un écrivain ayant vécu et grandi au sein de la précarité. Les protagonistes du récit, Pedro et Marc, et c'est un récit assez intéressant, sont deux rayonistes de supermarché. Et Pedro est un lecteur de Marx, c'est le cerveau d'un gang qui va se constituer pour la vente de drogue. Et il pousse son comparse donc, et ses camarades à se lancer dans ce trafic de cannabis, dans une forme de pacte égalitariste qui accorde à chacun la même part de profit. Et tout ça est raconté avec pas mal d'humour. Alors, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'en relisant attentivement toutes les pages du roman, on ne trouvera que quelques allusions éparses à la question de la couleur de peau et au stigmate raciaux. Donc la stratégie est tout à fait inverse du premier roman qui s'appelle O Avesso da Pelle, l'envers de la peau. Les descriptions du physique et du visage des personnages sont presque inexistantes. C'est-à-dire que le véritable leitmotiv thématique, ce sont les inégalités sociales, la pauvreté, l'inaccessibilité des bons emplois pour les gens des quartiers marginalisés. Mais bien entendu, ce qui n'est pas dit est tout à fait visible, et c'est ça la force du roman, puisque les statistiques sont tout à fait claires. Le chômage et les problèmes sociaux touchent davantage les populations afro-brésiliennes. Dans ce roman, la compartimentation brutale du territoire urbain est régulièrement mise au premier plan par la narration, notamment à travers un ton ironique qui souligne les contrastes. Il y avait une photo précédente où on voyait deux quartiers qui se jouxtent, et là il y a des marques d'ironie. Le narrateur nous parle de l'accent nasalisé des Porto Alegrenses, c'est dans le quartier que vous voyez à gauche de mon écran, le quartier des classes aisées, où les animaux domestiques avaient plus de pédigree. Et puis, d'un seul coup, on trouve une description d'une rue qui marque une frontière abrupte entre les deux quartiers. Et je vais terminer. Malheureusement, mais c'est comme ça, on aura l'occasion de discuter, j'espère, lors des questions, en vous disant, en conclusion, que certes au Brésil, le mouvement donc, noir ne date pas d'hier, et il s'appuie sur des combats menés par d'illustres pionniers. J'aurais souhaité vous parler un peu d'Abdias do Nascimento et de Lélia González. Lélia González qui notamment a développé le concept de português, un mot valise formé par le mot preto, noir, et português. Et le português, je crois que c'est le principal ingrédient littéraire du roman Os Supridores, parce que là, la construction langagière dans ce roman est très très intéressante.
on a un registre de l'oralité. Et en fait, si les personnages ne sont pas décrits physiquement, en fait, je crois que c'est le langage qui nous expose l'origine sociale et raciale de ces personnages. Mais il y aurait bien d'autres choses à dire. Et je vais m'arrêter là et j'espère être à votre disposition pour d'éventuelles questions plus tard. Merci. Merci, c'est moi. Merci beaucoup, François. On va laisser, pour terminer, la place à Aurore Clavier pour la touche de poésie que Paul-Henri mentionnait au départ. Merci beaucoup, Aurore, de nous rejoindre en tant que poéticienne, et tu vas aussi nous parler un peu plus du très contemporain. Aurore Clavier est maîtresse de conférences en littérature des États-Unis à l'Université de Lille. Elle est membre du laboratoire Cécile. Ses recherches portent sur la poésie états-unienne des XXe et XXIe siècles, tout particulièrement sur les reconfigurations textuelles, spatiales et historiques autour de l'Amérique. Elle a publié différents articles sur les œuvres de Marion Moore, Wallace Stevens, William Carlos Williams ou encore John Ashbery, et prépare un ouvrage intitulé Marion Moore ou la tradition singulière, réinvention américaine, à paraître aux éditions Honoré Champion. Elle a plus récemment entamé un projet de recherche sur la poésie autochtone contemporaine qui porte notamment sur les textes de Joy Harjo ou de Layli Long Soldier et plus largement sur le travail politique des affiliations littéraires. Donc Aurore, je te laisse la parole. Ça s'intitule « La poésie autochtone dans la ville états-unienne, réinscription ». Merci, tout le monde m'entend. Je sais qu'il est l'heure de manger, donc je vais essayer de ménager vos estomacs en parlant pas trop longtemps. Hop. Alors oui, en effet, donc comme l'a dit François, d'ailleurs j'ajoute mes remerciements à ceux qui ont été formulés auparavant. Merci, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Donc comme l'a dit François, c'est un projet relativement récent, dont la genèse a coïncidé plus ou moins avec le moment où vous m'avez parlé de cette table ronde. Et elle a commencé, cette genèse, avec la découverte de cette anthologie qui s'appelle Living Nations, Living Words, qui est le projet signature développé par Joy Harjo, poète de la nation Muscogee Creek, originaire de l'Oklahoma, et récemment nommé Poet Laureate des États-Unis pour 3 mandats de 2019 à 2022. Comme vous le voyez, Living Nations, Living Words, c'est désormais un livre qui a été publié chez Norton, mais avant cela, c'est une anthologie en ligne, hébergée par le site de la Bibliothèque du Congrès et l'American Folklife Center. Dans sa forme d'origine, celle-ci se présente à la fois comme une carte interactive, une archive sonore à travers laquelle on peut entendre les 47 artistes lire et commenter leur travail. Le but étant donc de rendre visible et audible un corpus de poésie très dynamique, mais encore souvent marginalisé, voire ignoré par les lecteurs de poésie dite américaine. Donc, comme on le voit immédiatement, le pouvoir politique de la carte repose sur un geste d'effacement, puisqu'il n'inclut ni les frontières des settler states, donc pays nés de l'appropriation coloniale, ni les sous-divisions en États, pour ce qui concerne notamment les États-Unis. Et dans le cadre de ce projet sociopoétique de la ville, pas non plus les villes qui sont à peine peut-être esquissées par certaines concentrations d'épingles qu'on peut voir ici et là, et qui nous laissent deviner peut-être certains grands centres urbains. Donc j'ai choisi d'ouvrir cette communication sur cet objet, non pas seulement parce que la contre-cartographie qu'il propose fournit en soi un outil politique puissant, en s'emparant d'un espace contesté, à travers des histoires et des épistémologies radicalement différentes, mais aussi parce qu'on peut tenter d'y lire de façon à la fois plus panoramique, continentale et plus particularisée, en regardant certains points ou leur absence, toute l'ambivalence du statut de la ville dans la poésie autochtone des États-Unis. Donc, la façon dont j'envisagerai ici la notion de sociopoétique de la ville, ce sera moins donc à travers des protestations humaines incarnées qu'en scrutant une diversité de gestes à la fois visuels et scripturaux, en les cherchant dans la ville aussi bien que dans les écrits qui s'en emparent. Donc c'est une sociopoétique de et dans la ville.
Il s'agira d'observer la façon dont ces gestes se répondent, s'influencent et parfois se contredisent pour nous permettre de retracer, de rayer, de réviser, de corriger l'héritage colonial et d'interroger les façons dont la présence autochtone se trouve à se manifester dans les villes. Donc ça c'était un parallèle, mais je pourrais revenir cartographique avec l'œuvre de John Quick-to-See Smith qui a travaillé beaucoup sur les cartes états-uniennes. Donc je commencerai avec peut-être en interrogeant la notion d'effacement, puisque le geste d'effacement radical proposé par Harjo sur sa carte interactive répond en réalité à un autre dont les effets furent autrement plus destructeurs, puisqu'ils furent entérinés par des siècles de politiques coloniales souvent extrêmement violentes. Donc la perspective aujourd'hui est bien sûr le XXIe siècle, mais j'ajouterai quelques brefs rappels historiques que je mettrai en parallèle avec la création contemporaine. Donc dans un article, Carol Miller explique ou rappelle à quel point l'invasion coloniale s'est non seulement construite à partir de grands centres urbains, Boston, New York, Washington, mais aussi qu'elle s'est pensée à travers la matrice d'une opposition fondamentale entre cité de Dieu, City upon a Hill, et wilderness, tout aussi fantasmée que redoutée, puisqu'elle serait le lieu, par opposition, de la, avec beaucoup de guillemets, sauvagerie naturelle et morale, existant en dehors des frontières de la ville, de la civilisation qu'elle est censée représenter. Donc les effets de cette conception furent, comme on le sait, multiples et tout aussi dévastateurs les uns que les autres. L'un fut peut-être de minorer l'existence des villes autochtones en Amérique du Nord, avec peut-être le rappel qu'on peut faire sur le fait que certaines villes existaient, alors soit à l'état déjà archéologique au moment du contact, soit comme évidemment implantation bien vivante au moment de l'arrivée des colons. Donc ici, je vous montre le site de Cahokia dans le Mississippi, auquel peut-être fait notamment écho le poème de Jennifer Elise Forster, qui est de la nation Muskogee, donc ces nations qui ont été déplacées durant le 19e siècle. Et donc il y a l'idée de chercher la ville qui est enfouie, qui est inexistante, dont on a perdu jusqu'à la désignation même. I find you nowhere that is here or there. C'est le premier vers de ce poème. On peut aussi évoquer les déplacements de population que j'ai commencé à esquisser, avec le célèbre épisode du Trail of Tears, qui en fait en recouvre bien d'autres, des déplacements forcés, notamment à l'ouest du Mississippi, et qui a donné lieu à de nouvelles implantations, mais aussi à une dichotomie, elle aussi devenue majeure, c'est-à-dire l'opposition entre réserve et cité, et ville. Puis, au XXe siècle, la politique forcée de relocation dans les villes, qui ont conduit beaucoup d'autochtones à s'implanter, souvent dans des quartiers pauvres, précaires, marginaux, dans ces lieux. Donc, afin d'évoquer cette présence qui n'en est plus tout à fait une, ou qui n'en serait plus tout à fait une, bon, là, j'ai mis une citation du roman récent de Tommy Orange, c'est pas de la poésie, je fais une incursion dans la prose, There, There, qui reprend en fait la citation de Gertrude Stein, There is no there, there, et qui se réapproprie justement pour évoquer la perte d'un lieu autochtone à Oakland, en Californie. J'insisterai un tout petit peu plus sur ce poème de Shawn Bitsui, qui est de la nation Diné, qu'on connaît plus sous le nom de Navajo peut-être, et qui s'intitule The Caravan, où on voit un jeu poétique qui accompagne un ami à mesure que celui-ci s'abandonne au mirage de l'alcool ou de la drogue. Et on voit ici tout un tas de marques dans la ville. L'écriture est manifeste à la fois sur le paysage urbain, avec notamment le néon, et l'inscription qu'il projette sur le trottoir, le message envoyé aux parents qui, eux, sont un peu dans la chaleur de la réserve, et puis l'effacement qu'engendre cette inscription urbaine, justement, puisque c'est le personnage lui-même qui disparaît, qui se dissout dans ce mirage urbain. Voilà, et donc je vais passer rapidement sur le fait que cette place déterminée de ce type de scène dans la littérature et l'histoire autochtone fait aussi écho de façon un peu fantomatique à d'autres figures qui surpeuplent aussi certains lieux. Il y a le critique Dean Rader qui évoque notamment toutes ces figures qu'on connaît bien, stéréotypées de l'Indien. Alors là, j'utilise encore une fois avec beaucoup de guillemets, figures sursémiotisées et en même temps vidées de leur sens, notamment dans les lieux mêmes où la conquête justement
a engendré à la perte de certaines cultures. Donc c'est l'idée à la fois de surreprésenter et de perdre la valeur même du signe, ici dans l'espace urbain et capitaliste. Et c'est ce qui est repris notamment, alors je n'aurai pas trop le temps, mais je voulais juste l'évoquer en passant, ce poème qui justement s'intitule Antiquing with Indians et qui reprend justement toute la sémiotique capitaliste urbaine en réévaluant justement le langage marchand. Voilà, mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que ces figures surprésentes dans le paysage urbain doivent surtout beaucoup au discours colonial lui-même, qui a longtemps cherché à fixer les populations autochtones dans un passé révolu, à faire des cultures résistantes les derniers soubresauts du vanishing Indian. Et c'est un trope vraiment très présent, mais qui justement ne recouvre pas la réalité de ces résistances-là. Donc, évidemment, je voudrais maintenant m'attacher à la notion de réinscription à partir de ce double héritage qu'on peut aussi attribuer à des facteurs très concrets, des facteurs démographiques. Maintenant, 2/3 des populations autochtones vivent dans les grands centres urbains comme Los Angeles ou Seattle, par exemple. Et donc, forcément, une telle évolution modifie l'inscription de ces populations dans l'espace urbain et celle de l'espace urbain dans la littérature, engageant toute une série de gestes correctifs. Et là, je vais simplement, pour terminer, en montrer quelques-uns. Le plus radical serait évidemment la rature et le recouvrement, dont les pratiques actuelles font sans doute aussi référence à un événement historique majeur qui est l'occupation d'Alcatraz de 1969 à 1971 et qui a fondé toute une poétique du graffiti sur l'ancienne île carcérale près de San Francisco. Donc là, on en retrouve peut-être des échos dans un monument qui est le monument aux soldats de Santa Fe, de la place centrale de Santa Fe, qui a donné lieu à de multiples réécritures parce qu'il contenait le mot sauvage. Donc il célébrait les soldats qui s'étaient battus contre les sauvages indiens. Et c'est alors je ne sais pas ce que vous pouvez voir, mais on voit un petit peu le mot sauvage a été gratté en 1974, recouvert par le mot courageous. Et puis ensuite, le monument a été à nouveau graffité, je ne sais pas si ça se dit, détruit. Et le dernier épisode, c'est l'ajout d'une plaque qui annonce qu'on va en fait envisager son retrait et son remplacement par autre chose. Voilà. Donc ça, ce serait des choses, j'ai présenté un projet sur la poésie visuelle de Layli Long Soldier, mais ces gestes de bifure se retrouvent dans la façon dont des poètes comme Layli Long Soldier de la nation Lakota se réemparent aussi du discours gouvernemental en y ajoutant ces mêmes gestes qui sont très graphiques en fait. Voilà. Une petite note sur aussi une autre poétique de la correction, on va dire, ou de l'inscription, c'est celui qui consiste à se réemparer d'une forme de signalétique pour réoccuper l'espace. Donc on procède ici par ajout dans le paysage urbain à des endroits où ne figuraient pas forcément ces signes, en créant de nouveaux réseaux sémiotiques. Donc là, on voit notamment le travail de Edgar Heap of Birds ou carrément le remplacement des statues de Christophe Colomb, en l'occurrence, par des figures réelles présentes. Donc c'est ce que, alors je vous invite juste à parcourir ça, ce qu'on trouve dans le projet qui est multimédia de Hyde E. Erdrich, on ne voit pas son prénom en entier, mais voilà, qui est un poème visuel et lu, et un poème vidéo en fait, où elle entremêle toute la poétique de Occupy Wall Street en réfléchissant à la proportion entre les 99%, les 1%, les 1% étant aussi les populations autochtones restantes aujourd'hui, qui étaient jadis les 100% de ce continent américain. Voilà. Et puis pour finir, là c'était l'idée de faire réaffleurer carrément forcément ces cultures autochtones et les terres naturelles qu'ont recouvert les paysages urbains. Donc là, j'essaye d'entremêler, on fait une petite incursion du côté du Canada, à Vancouver, où il y a ce projet qui en fait consiste à réutiliser une langue chinook, qui était une langue de commerce, qui mélangeait en fait plusieurs langues, qui sert ici à traduire un langage de promoteur immobilier, valorisant ce nouveau quartier qui a été créé au moment de la construction du village olympique, puis à le retraduire dans un anglais qui en fait ne fait plus sens, donc pour montrer une forme de déstabilisation. Et donc je mets ça peut-être en regard de ce poème de Roberta Hill qui dresse un paysage urbain
avec tous les signes qu'on reconnaît, les sémaphores, les carrefours, la circulation, etc., mais ne nomme jamais la ville, qui en réalité est la ville de Saint-Paul, qui est aussi à la confluence entre le fleuve Minnesota et le fleuve Mississippi. Et ce qu'elle nomme en revanche, ce sont ces termes du langage Dakota, qui vont servir justement à faire ressurgir toute une géographie, alors historique. Elle fait référence à l'épisode 38, Dakota 38, qui était des hommes qui s'étaient rebellés en 1862 et avaient été pendus par Lincoln. Et puis, elle fait référence évidemment à une géographie sacrée. Voilà, je clôt là-dessus. Et donc, ma vraie conclusion sera l'idée aussi que ces réinscriptions en fait, font surgir peut-être de nouvelles formes d'écologie urbaine qui en viennent à brouiller la dichotomie justement entre nature, culture, civilisation, sauvagerie ou tout simplement ville et campagne. Ici, je reprends l'idée de ce critique William Beavis qui évoque l'idée que fondamentalement, dans les conceptions traditionnelles, la nature est déjà une forme d'urbanité parce qu'elle est un réseau social de correspondance, y compris entre humains et non-humains. Et donc, ce que fait par exemple Tommy Orange dans cet extrait, qui est en fait un chapitre d'ouverture de son roman, c'est qu'il reprend cette idée d'urbanité pour dire à l'inverse, ou en complément de cette notion, que c'est la ville elle-même qui est héritée d'une forme de nature. Donc, il réencode en fait le paysage urbain comme s'il était déjà un paysage de plaine, de montagne, etc. Et il brouille justement cette frontière entre nature et artifice. Donc je m'arrêterai là parce que je sais qu'il est l'heure. Je vous invite à lire ce que je n'ai pas pu lire pendant ce temps. Merci beaucoup Aurore pour ces belles découvertes dans la poésie autochtone nord-américaine. Il y a plusieurs concepts là qui semblent émerger, en tout cas à l'allure de mes notes. Et je pense notamment à cette idée de graphie et de cartographie. Inscription, réinscription, ce sont des éléments en fait, qui ont circulé dans la plupart des présentations aujourd'hui. Et il y a eu des phrases que par exemple François Weigel qui nous dit le langage expose l'origine, c'est le langage qui expose l'origine, donc par la graphie, par la langue. Et ton concept ici d'inscription, réinscription me semble fort. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus d'un point de vue poétique, sur ce there par exemple? Qu'est-ce qui se passe au niveau du langage en lui-même, en termes de graphie? Est-ce qu'on trouve un lieu ici dans l'écriture? Oui, c'est une très vaste et intéressante question, ne serait-ce que parce que le langage poétique lui-même peut être assez ambivalent. Enfin, il est à la fois une forme de sémiotique. Est-ce qu'il pointe vers quelque chose? Est-ce qu'il y a la valeur d'un déictique, d'une référentialité, justement, ou est-ce qu'il est un peu autotélique? Je n'aurais pas forcément de réponse univoque aussi, parce que j'ai abordé finalement un espace bien physique, alors qui résonne peut-être aussi avec les musicgrammes, toutes les poétiques des sensations qu'on a pu découvrir ici, et en même temps un langage véritablement textuel, mais je pense qu'il y a en effet, en tout cas dans certains textes, alors je reprends Layli Long Soldier parce que c'est peut-être celle que j'ai étudiée le plus récemment, mais l'idée que le poème, notamment quand il devient visuel, efface et fait disparaître. Alors il rejoue ce qu'on a tenté de faire disparaître historiquement, mais lui-même rejoue ce geste pour l'annuler en quelque sorte. Alors ce qui est très intéressant, je pense à un parallèle avec la présentation d'Anne-Laure, c'est que justement ça peut prendre un tour extrêmement rhétorique aussi, ou discursif. C'est-à-dire là, en l'occurrence, elle s'empare de le discours gouvernemental qui est celui de la réparation. Elle reprend en fait un texte qui est une excuse officielle qui a été formulée mais qui n'a jamais été adressée publiquement. Et elle, tout autour de ça, elle efface des choses, elle réécrit, elle réencode, etc. Voilà.
Je vais peut-être laisser d'autres personnes réagir. Alors peut-être qu'il y a des réactions dans la table à ce que Aurore vient de dire, ou bien des désirs de prise de parole par rapport aux différentes communications. N'hésitez pas, puis ensuite on donnera rapidement la parole à la salle, bien sûr. Alors, Françoise? Ah, il y a peut-être... Alors, Salomé allait prendre la parole. Peut-être Salomé, puis Françoise. Non, mais vous pouvez garder le micro, je pose vite fait ma question. Et il y a une question là-bas. Donc, très bien. Salomé, Françoise et Vinicius. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si on entend, mais j'avais une question pour François par rapport aux productions littéraires et culturelles des favelas, parce que je sais qu'en Argentine, c'est à peine en train de commencer à intégrer les circuits éditoriaux. Comment ça se passait justement au Brésil, la circulation de ces textes, mais même de ces productions culturelles en général? Est-ce qu'il y a des maisons d'édition qui sont consacrées à ça, ou est-ce qu'ils intègrent les maisons d'édition aussi plus officielles en quelque sorte? Alors, au Brésil, c'est un phénomène assez récent, même si je dirais que ça fait maintenant 2 décennies quand même qu'on a une production des favelas qui est un peu plus importante et qui a commencé avec Cité de Dieu, que vous connaissez peut-être, qui a donné lieu à un film et qui est un roman à l'origine écrit par Paulo Lins. Je pense que c'est un vrai marqueur temporel. Mais bien avant, on a ce Diário de uma Favela de Quarto de Despejo, dont nous a parlé Vinicius hier dans une autre table ronde. Qui est vraiment le texte fondateur, où pour la première fois on a quelqu'un d'une classe sociale très différente, qui n'a pas accès en théorie au monde littéraire et qui est traduite en plusieurs langues d'ailleurs. Et donc, mais de façon plus récente, je pense que c'est vraiment à partir de Cité de Dieu, qui est vraiment le roman emblématique et qui va donner lieu à cette adaptation cinématographique, qu'on a ensuite toute une génération d'auteurs. Un peu dans les mouvances hip-hop également, il y a des connexions entre des auteurs comme Ferreis et un milieu du hip-hop à São Paulo, par exemple. Et le travail sur le langage qu'on trouve dans le second roman que je présentais, Os Suplidores, je pense qu'il est un peu dans cette tendance-là. Il y a un rythme et un langage très syncopé et très vif qui est assez intéressant. Ouais. Okay. Merci. Merci beaucoup. Alors, question de la salle, oui. Françoise. Enfin, c'est plus un commentaire qu'une question. D'abord, un très très grand merci pour vraiment cette table, comme on dit, ou cet atelier, peu importe. Je pense que ça nous conforte vraiment dans l'idée que la perspective transaméricaine est évidemment extrêmement intéressante. Alors, étant latino-américaniste, je vais peut-être me concentrer plutôt sur les 2 premières, et encore que je vais peut-être dire quelque chose qui peut éclairer plus de choses que ça, mais sur les 2 premières communications, donc Salomé et Raoul, vous avez utilisé tous les deux concepts. Un, celui de paysage dystopique, et puis 2, celui de post-ciudad, donc l'après-ville. Voilà, que je trouve très très intéressant, parce que je pense que même si ça ne dit pas exactement la même chose, ça renvoie quand même à un marqueur évident de la littérature urbaine ou post-urbaine, je ne sais pas comment le dire, mais de la littérature urbaine des Amériques, hein, quand même des Amériques, évidemment. Bon, moi je connais mieux la littérature latino-américaine. Bon, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur la ville de La Havane, parce que je suis plutôt spécialiste de littérature cubaine, mais et précisément sur la ville de La Havane, vraiment fin du 20e, pardon, j'allais dire du 19e, fin du 20e, début du 21e siècle. Ce qu'on a appelé la littérature des ruines, et donc effectivement de ces paysages dystopiques qui vraiment marquent cette ville-là en particulier, mais qu'on peut retrouver dans toutes les métropoles latino-américaines et nord-américaines, vraiment, me semble-t-il. Donc voilà, j'ai été très très intéressée par ces 2 concepts, et je pense qu'ils se rejoignent d'une certaine façon, voilà, qu'ils disent très très bien le délitement, vraiment le délitement urbain, c'est-à-dire immobilier de ces villes-là, mais aussi tout ce qu'il y a évidemment en termes social, sociologiques, évidemment, qui est à l'œuvre dans ce délitement à l'œuvre dans ces villes-là. Voilà, merci beaucoup pour vos apports.
Merci. Et il y avait une question du côté de Vinicius. Merci beaucoup pour toutes et à tous pour ces belles conférences, ces belles tables. J'ai une question à Aurore et François. D'abord, Aurore, c'est la deuxième fois que je t'entends parler et je suis toujours admiratif de ton travail. Et en fait, je me posais la question, tu parlais de cette sorte de procédé d'intervention sur le texte et voilà, dans l'espace urbain. Et je voulais savoir s'il y a un dialogue entre les différents artistes, c'est une sorte de mouvement ou c'est aléatoire, et si par hasard les poètes aussi font des interventions, c'est-à-dire utilisent le procédé. Et si tu avais un peu de temps, parler un peu plus de cette recherche que je trouve très très intéressante. Et François... Pour qu'on comprenne bien, la question c'est est-ce que les poètes font des interventions Oui, dans la ville, dans l'espace urbain? Dans l'espace urbain, en fait. Aussi, ça veut dire parce que l'intervention sur le texte, mais aussi, j'imagine, peut-être qu'ils sont aussi, je sais pas, artistes plasticiens. Et François, donc je suis très, très touché pour ta communication. Je viens de Porto Alegre et quand je reste là-bas après une semaine, mon accent nasalisé revient avec une puissance énorme, donc il faut toujours me contrôler. Et merci beaucoup. Et en fait, j'ai bien aimé le rapport que tu as fait entre l'oralité et l'espace. Ça veut dire que l'oralité, la manière que les gens parlent, dans un texte, fait référence à l'espace qu'ils puissent circuler. Donc, je voulais t'entendre un peu plus sur ça. Et la différence entre le texte de Suprimidos et le... José Falero et de Ténor. José Falero et Ténor, parce que j'imagine qu'il y a une vision de l'espace urbain un peu différente. Merci beaucoup. Merci pour les deux questions. Donc on va d'abord donner la parole à Aurore. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, c'est assez nouveau, donc je n'ai pas encore circonscrit tout le champ. Il y a des interventions, je n'ai pas trouvé de traces d'intervention du type de celle que j'ai montrée, mis à part plutôt les artistes visuels qui utiliseraient l'écriture déjà d'emblée dans leurs œuvres de galerie, par exemple, et qui ensuite reporteraient ces mêmes gestes dans l'espace urbain. Donc notamment Edgar Heap of Birds, qui est aussi un peintre qui utilise l'écriture dans la peinture et donc qui aussi reporte tout ça dans le paysage urbain. Parmi les poète à proprement parler, j'ai pas forcément encore trouvé ça, mis à part peut-être une démarche d'occupation plus symbolique, pas forcément s'attardant au bâti ou quoi, mais qui serait à travers les lectures ou les protestations, ou même la nomination de Joy Harjo. Il y a, je ne sais plus si vous avez vu, mais elle est photographiée aussi sur le fond de la ville de Washington, avec en fait à nouveau une façon de réencoder tous les symboles liés à la capitale fédérale elle-même. Et il y a eu aussi une sorte de réoccupation de ces espaces avec tout un tas d'éléments culturels autochtones par sa position, sa nomination en tant que Poet Laureate. Et puis après, je peux penser aussi justement au trait d'union entre les mouvements environnementaux, climate justice, les protestations contre la construction de pipelines, par exemple, des choses comme ça, qui ont souvent trouvé l'écho dans la ville et auxquelles ont participé un nombre d'artistes. Donc Layli Long Soldier, par exemple, elle a participé à l'occupation de Pine Ridge. Alors là, c'est plutôt dans l'espace de la réserve, mais ces mouvements aussi ont pu occuper le champ urbain et trouver une caisse de résonance peut-être un peu plus forte à ce niveau-là. Merci beaucoup. François. Ouais. Merci Vinicius, merci beaucoup pour ta question. C'est mardi, j'ai perdu un peu le décompte des jours, mais je crois le mardi, le premier jour du congrès, on avait eu une conférence sur le metaverse, sur le fait que l'imaginaire venant du monde digital nous permettait d'éprouver éventuellement un peu des sensations, des parcours. Et par l'empathie de comprendre un peu, de comprendre mieux les questions raciales. Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais je pense que là où la littérature a toute sa force, c'est justement par cette question du langage. Et là, on a un bon exemple de roman où
où c'est à travers les énonciations, en fait, on saisit un peu les coupures socio-spatiales. La différence entre les deux romans, je dirais qu'elle se situe là, justement, sur le traitement du langage. On a un langage beaucoup plus classique, entre guillemets, dans le cas du roman et normatif dans le cas du roman de Jefferson Tenorio. C'est un peu une remontée proustienne dans le temps que nous propose Tenorio, avec ce dédoublement des personnages, du père et du fils. Et dans le cas du roman de José Falero, c'est véritablement ce langage qui bouscule les compartimentations sociales, et aussi un réinvestissement parodique, tu es de Porto Alegre, de certains clichés sur la ville et la culture gaúcha. On a par exemple des moments assez comiques où les grands trafiquants, dans des moments de grande tension dramatique, se retrouvent décrits avec du chimarrão, le bonnet sur la tête. Il y a un chapitre qui s'appelle Nuit macabre, et qui est le point culminant du roman, où on a une espèce de description gothique de la ville de Porto Alegre, ville où il fait un peu plus froid, en tout cas, disons qu'à Rio ou qu'à Salvador. Et d'un seul coup, le vent souffle, les sachets plastiques s'envolent, et c'est Porto Alegre est complètement apocalyptique. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Le traitement du langage et l'humour qui sont des ingrédients forts dans Os Supridores. Ouais. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes s'il y a des questions. Peut-être que le mot voilà. Notre cher Jean-Baptiste qui a une question. Et puis je crois qu'il faudra revenir sur l'idée d'apocalypse, parce que quand même le 11 septembre, c'était quelque chose. Une question pour toutes et toutes. Merci pour vos interventions. En enfonçant une porte ouverte, mais pour vous faire réagir, et en reprenant ce que disait François sur cette apparition gaucha dans le roman urbain, puisque de façon très, très superficielle et très cliché, quand on pense à la sociopoétique des espaces américains, on a tendance à penser littérature Sequiroga, Arguedas, Guimarães Rosa ou même Twain. Donc c'est vraiment un espace, enfin je caricature évidemment, mais la nature, ou alors Whitman ou Pablo Neruda, hein, c'est les grands. Et là vous évoquez effectivement ce surgissement de l'urbanité, ou cette consolidation, la façon dont il s'affirme dans la littérature très, très contemporaine. Quel est le rapport ou le non-rapport que vos auteurs, que vos sujets entretiennent justement avec cette mythe fondateur, peut-être littéraire, ou les grands prédécesseurs, avec ce surgissement dans la pandilla, dans le gang, effectivement, d'éléments pour le coup plus traditionnels, comme tu le disais, François. Est-ce qu'on retrouve des allusions ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une rupture complète? Est-ce que c'est les espaces, en revanche, comme vous le disiez, sur la poésie autochtone, s'entrecroisent et se chevauchent? Alors, mythe fondateur, wilderness, grands espaces. Peut-être nos collègues nord-américanistes auraient envie de réagir, non? Je peux dire juste quelques mots à propos de Percival Everett. Il a longtemps été, quand il était invité, convié en tant que représentant du rapport à la nature, parce qu'il a élevé des chevaux, parce qu'il a fait de longues sessions dans le désert. Cela dit, il me semble que Everett, de façon pas systématique, parce que ce serait réducteur, ça paraît très mécanique, mais déconstruit tous ces clichés. Comme ça peut être fait d'ailleurs par certains, me semble-t-il, certains poètes autochtones qui disent voilà, le désert, les bêtes, quelle horreur, moi je veux une ville avec des musées, de la culture.
pour le rapport au grand mythe fondateur, il me semble qu'il est partout dans cette œuvre, non seulement des mythes fondateurs. Le dernier roman en date de Percival Everett s'intitule James, c'est une réécriture de Huckleberry Finn, mais du point de vue de Jim, de l'esclave. Et puis auparavant, un roman intitulé I'm Not Sidney Poitier, qui s'empare de cette image culte du cinéma, premier acteur noir. Je ne vais pas monopoliser la parole, merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais une question sur New York après le 11 septembre. J'ai cru comprendre qu'il y avait une vision dysphorique de l'après 11 septembre et plus raciste et plus dur que l'avant. Est-ce qu'il n'y a pas, une réactivation tout de même du rêve américain dans la reconstruction de la ville? Alors, ça dépend beaucoup des romans traités. Celui que j'ai cité de Mohsin Hamid, c'est peut-être plutôt le cauchemar américain. Donc, ce personnage rêve son rêve américain, le construit, devient employé d'une entreprise américaine. Il a tout réussi jusqu'au 11 septembre, où il devient l'autre et il devient la personne qu'on fuit, dont on a peur. Et ce qui est très intéressant dans ce roman, je ne sais pas si certains parmi vous l'ont lu, c'est un roman très court et c'est un narrateur qui s'adresse à une personne, à un Américain justement, et qui pourrait être nous, lecteurs, peut-être, peut-être pas, et qui est cet Américain, on ne sait pas trop, mais il y a ce « you » entre le narrateur et l'Américain et ou le lecteur. Et je vais revenir au rêve américain, je ne me suis pas perdue, mais ce dialogue qui s'instaure permet de rediscuter de ce rêve américain, de la manière dont on peut l'accomplir et de la manière dont il s'effondre avec les tours et des suites, et les suites qui restent dans ce roman en tout cas, très incertaines puisqu'on ne sait pas si ce personnage, Cengiz, qui est aussi le personnage éponyme, The Reluctant Fundamentalist, on ne sait pas vraiment s'il est réellement reluctant, s'il est réellement fundamentalist, s'il est parti en guerre contre les États-Unis, parce que c'est quand même ce qui est suggéré dans le roman, ou pas, et si sa réaction à l'effondrement des tours et à l'effondrement de son rêve est vraiment un retournement du rêve et une volonté de vengeance, ou bien juste un déplacement géographique, un retour aux sources et un effacement du rêve. Donc ce roman, en tout cas, questionne. Est-ce que je peux en profiter pour te poser une autre question? Je reprends presque le terme que tu viens d'employer. C'est un autre aspect de ta présentation. Tu parlais du vide, void en anglais, et tu disais « An empty space has to be filled ». Est-ce que tu crois que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est de manière générale que tu as observé ça dans les romans? Ou est-ce qu'il y a aussi inversement un vide qui s'installe? Oui, merci pour ta question. Non, effectivement, en t'entendant, je ne suis pas certaine du choix des mots. Je pense que ce vide devait être rempli, mais pas forcément par quelque chose de concret. Peut-être que le vide remplit le vide, mais un autre vide, un vide construit, si ça veut dire quelque chose, un vide qu'on laisse, un silence, pour revenir sur le son dont j'ai parlé, et peut-être remplir ce vide par du silence, mais en tout cas se réapproprier et ne pas laisser ce vide rempli par le discours des terroristes, puisque finalement c'est ça qu'ils voulaient, c'est se faire entendre, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc réécrire peut-être ce discours, et alors soit par des monuments, etc., soit effectivement par du silence. Et là, c'est pour ça que le son m'intéresse particulièrement, et voir ça aussi, c'est une recherche en cours, voir si le silence, le son participe de ce remplissage. Bien, je crois que le silence s'impose maintenant. Merci beaucoup à tous nos participants. Je crois qu'on peut les applaudir.
Et donc, merci à toutes, à vous tous et bon appétit.